Bonjour et bienvenue à votre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des promesses tenues lors des campagnes électorales, particulièrement des engagements pris par le chef de l'État quand il était candidat à l'élection présidentielle. Une fois au pouvoir, ces promesses doivent être réalisées. Nous allons parler des 6 engagements tenus proposés par le chef de l'État. Pour ce faire, nous avons notre invité, le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur Kambala. Nous allons parler des engagements pris par le chef de l'État, analyser chaque engagement et pour voir quelles sont les conditions à mettre en place pour que ces engagements soient réalisés au bénéfice de la population. D'entrée de jeu, comment analysez-vous les 6 engagements déjà, au titre d'introduction? Mais moi, je pense que dans notre manière d'aborder le sujet, on va prendre chaque engagement de manière isolée. Mais en réalité, lorsqu'on essaye de réfléchir un tout petit peu, tout en étant dans ce qu'on pourrait appeler la pensée complexe, on va s'apercevoir que les 6 engagements forment un tout complexe et réflexif. Et donc nous, notre intérêt, dans un premier temps, c'est d'isoler chaque engagement pour essayer de voir comment ce que le président de la République et l'équipe gouvernementale qui sera mise en place vont réussir justement à concrétiser ces engagements. Mais en réalité, tout se tient. Parce que lorsqu'on va parler de ça en détail, on va s'apercevoir que on va parler par exemple de l'emploi, on va parler du pouvoir d'achat, on va parler de la sécurité, on va parler d'autres types de problèmes, voilà, la diversification de l'économie, mais au final, tout se tient. Mais pour des raisons purement d'ordre didactique et pédagogique, je pense qu'il serait nécessaire que nous puissions d'abord les disséquer pour que nous puissions donner une vue d'ensemble dans notre conclusion. Mais je tiens peut-être aussi à préciser, monsieur Kambala, qu'en 45 minutes, puisque ça c'est un peu le canevas de notre émission, en 45 minutes, on aura du mal à épuiser les 6 engagements, mais peut-être que on sera contraint peut-être de faire ça en 2 émissions. On verra bien. Merci beaucoup. On prend rapidement le premier engagement, c'est l'engagement de créer plus d'emplois. Le chef de l'État a parlé de 6 400 000 emplois à créer. D'emblée, comment cela pourrait-il se réaliser? Quelles sont les conditions pour avoir plus d'emplois? Est-ce qu'il va être créé au marché, les emplois au niveau public, au niveau privé? Quelle est votre perception déjà? Moi, je pense que dans la manière d'atteindre cet objectif, il faudrait qu'on revienne sur quelque chose sur lequel on ne s'attarde pas souvent. Il y a un concept en économie qu'on appelle la croissance potentielle. Aujourd'hui, nous avons en RDC un taux de croissance qui est de 6,2%. On pourrait s'en féliciter. On pourrait se dire on est parmi les meilleurs du continent. Mais sauf que c'est assez loin des conditions optimales que nous sommes susceptibles de mobiliser, pour ne pas dire si on arrivait à une meilleure allocation des ressources, on ne serait pas à un taux de 6,2% de croissance, on serait à un niveau supérieur. D'où ce concept de croissance potentielle. Qu'est-ce qu'on entend par croissance potentielle? C'est cette croissance qui est obtenue par une optimisation, une utilisation optimale des facteurs de production, sans pour autant qu'on puisse mettre l'économie sous tension inflationniste. C'est-à-dire que là, on est sur ce qu'on pourrait appeler le taux d'utilisation des facteurs de production. Mais vous le savez aussi bien que moi, en RDC, le taux de chômage est très important. Plus de 80%. Exactement. Selon les statistiques, on nous annonce plus de 80% de taux de chômeurs qui seraient là en train de rechercher un emploi et qui souhaiteraient vraiment l'exercer si une occasion se présentait, ce qui est une bonne chose. Et donc, ce qui veut dire que nous avons un taux d'utilisation du facteur travail qui est très faible dans notre pays. Et si le taux d'utilisation d'un facteur comme le facteur travail est très faible, cela sous-entend aussi que le facteur capital en lui-même est aussi sous-optimal dans son utilisation.
Et donc, il serait intéressant maintenant de voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire de telle sorte que ces deux facteurs de production, le facteur travail et le capital technique, qui se décompose encore en deux éléments, que ces deux éléments-là puissent faire de telle sorte qu'on puisse agir dessus pour optimiser les ressources et donc parler en termes d'une meilleure allocation des ressources. Et donc, la croissance potentielle de la RDC pourrait se situer autour de 10%. Parce qu'il est toujours difficile, statistiquement parlant, de se lancer dans une analyse précise de cette croissance potentielle. On procède par estimation. Voilà pourquoi je suis en train de dire que cette croissance purement potentielle est à poncer comme cela. Et si on est sur la croissance potentielle, c'est-à-dire une utilisation sous-optimale des facteurs de production RDC, ce qui veut dire que le taux de PIB aujourd'hui, qui est à 6,2%, est vraiment inférieur à la norme. Et là, la réflexion porte sur le marché du travail congolais. Quel est alors l'état de lieu de ce marché du travail congolais? Parce que le marché du travail congolais, il faut le dire, il est moribond. C'est-à-dire sur un marché du travail, vous avez ce qu'on appelle l'offre de travail. L'offre de travail émane des salariés, c'est-à-dire des ménages. Les ménages qui vont offrir leur force de travail. Et en contrepartie, vous avez une demande de travail qui vient directement des entreprises. Et donc ce sont les entreprises qui sont là pour offrir l'emploi aux ménages. Là, je change tout simplement de terme. Mais pour que ce marché-là puisse être en équilibre, il faudrait bien qu'il y ait un droit de travail relativement flexible, ce qui est le cas en RDC. C'est ça le paradoxe. Parce que lorsque vous regardez par exemple ce marché du travail congolais, le prix du travail, c'est le salaire, c'est la rémunération. Or, la rémunération RDC est très faible. Et donc, ce qui veut dire, si on reste que dans la doxa néoclassique, pour ne pas dire la doxa libérale, en principe, avec un prix du travail qui est très faible en RDC, on devrait avoir donc un prix d'équilibre qui est aussi faible, qui devrait permettre aux entreprises d'embaucher de manière très importante. Or, il s'avère que les entreprises en RDC n'arrivent pas à embaucher. Ce qui veut dire que le problème n'est pas tellement celui du prix du travail, le problème il est ailleurs. C'est-à-dire que là, peut-on encore parler de la flexibilité du marché du travail? Je ne pense pas. Ce marché-là, il est suffisamment flexible. La preuve en est que, je l'ai souvent répété, les gens sont rémunérés au lance-pierre. Maintenant, il y a d'autres attributs d'ordre administratif sur lesquels le futur gouvernement pourrait par exemple agir. C'est-à-dire que les tribulations administratives doivent être allégées suffisamment pour faire qu'il y ait de telle sorte que la création des emplois ne devienne pas un parcours de combattants pour les chefs d'entreprise qui sont installés et basés en RDC. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, en parlant du marché du travail congolais, il y a ces conditions imposées aux jeunes universitaires qui viennent à peine de terminer, qu'il faut avoir de l'expérience. Comment vous, d'un côté, vous voulez créer de l'emploi, mais de l'autre côté, il y a des conditions inadmissibles, on peut dire inadmissibles, à un jeune qui vient de terminer l'université, il doit avoir de l'expérience. La question que vous posez, elle tombe à pic, Monsieur Kambala. Mais ce qu'il faudrait entendre aussi, d'une part, nous avons le politique qui prend des décisions, qui met en place un cadre pour faire de telle sorte qu'il y ait une évolution positive des choses. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une rationalité des agents économiques qui peut entrer en contradiction avec les velléités, pour ne pas dire tout simplement le volontarisme des hommes politiques. Et donc là, il faudrait trouver le point focal sur lequel les deux parties devraient s'entendre. Pourquoi suis-je en train de le dire? Lorsque vous allez chercher un emploi, vous devrez envoyer un CV. Mais dans ce CV-là, il faudrait aussi que vous puissiez avoir une expérience.
Et derrière, que recherche le chef d'entreprise? Le chef d'entreprise, il recherche aussi une productivité qui serait supérieure, la productivité du travail, qui serait supérieure, disons, à son investissement ou à l'efficacité productive pour qu'il y ait toujours cette adéquation. C'est-à-dire que si le salarié n'a pas une productivité qui serait supérieure, à un certain moment, le salaire, c'est-à-dire le prix du travail qui lui serait versé, serait trop élevé par rapport à son efficacité marginale, comme on le dit en économie. Et donc là, il faudrait bien qu'on puisse, à un certain moment, mettre l'accent sur l'expérience aussi de ces jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles. Mais en même temps, ça devient un paradoxe. On veut que les jeunes puissent intégrer le marché du travail. Il faut bien débuter un jour. Et donc, si effectivement, comme vous le dites, et là je vous rejoins, je vous donne raison à 1000%, si un jeune qui sort du marché de l'école, pardon, on lui demande tout de suite d'avoir 5 années d'expérience, cela est quasiment impossible. Donc ce sont des projets qui risquent de ne pas être réalisés. Parce que cet étudiant-là qui arrive sur le marché du travail a effectué aussi un investissement sur son éducation et sur son instruction. Et donc, il faudrait qu'il y ait aussi un retour d'investissement. C'est-à-dire que là, nous avons une sorte de triptyque qu'il faudrait essayer de bien juguler, pour bien aménager, pour que tout le monde puisse trouver son compte. C'est-à-dire le politique, dans ses aménagements d'ordre administratif, le chef d'entreprise, dans son projet de réaliser aussi du profit, parce que le chef d'entreprise ne va pas créer des emplois pour faire plaisir aux politiques. Lorsqu'on crée un emploi, c'est parce qu'on a un projet derrière, il y a une rentabilité, il y a des effets de levier dont on doit, parce qu'il y a eu des investissements d'ordre financier et ainsi de suite, il faudrait bien que le chef d'entreprise puisse trouver son compte. Et l'étudiant aussi, qui a investi dans ses études, il faut bien qu'il puisse intégrer ce marché du travail. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, le chef de l'État a parlé de 6 millions d'emplois, plus de 6 400 000 emplois à créer. C'est seulement dans comment doit-il arriver à les réaliser? C'est secteur public et privé ou bien secteur public seulement? Mais il faudrait dire déjà la chose suivante. Le politique n'a pas le monopole de la création des emplois. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on revienne sur les postulats de base, mais d'ordre purement économique. C'est-à-dire que là, il ne faudrait pas qu'on puisse confondre le calendrier politique et le calendrier économique. Je m'explique. Notre cher président, durant sa campagne électorale, a eu raison de proposer ce qu'il a pu proposer comme engagement. Il est tout à fait dans sa logique de candidat, parce qu'il faut bien passer par des promesses. Et maintenant, ce qu'il faudrait se dire, c'est que le marché a une raison qui dépasse la raison du politique. Et là, c'est là où je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on arrive à trouver un centre névralgique qui devrait faire de telle sorte qu'il y ait des ordres qui viendraient d'en haut, un cadre administratif, une réglementation, un code du travail, une législation sociale qui devrait fluidifier le marché du travail pour que chaque partie puisse trouver son compte et puisse être dans ses droits les plus fondamentaux. Et ça, il faudrait qu'il y ait peut-être aussi à un moment ou un autre, nous poser des véritables questions sur les blocages qui sont inhérents au marché du travail congolais. C'est ça qui devait peut-être débloquer la situation, mais je pense qu'il est tout à fait réalisable qu'on puisse créer plus de 6 millions d'emplois dans notre pays. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je vous ai parlé de la croissance potentielle, parce que le facteur travail est sous-utilisé dans notre pays. Et donc, on a vraiment une grande marge. Vous imaginez aujourd'hui, lorsqu'on dit 80% de chômeurs dans notre pays, il faudrait qu'on puisse réfléchir aussi en termes de taux d'emploi et en même temps en taux d'activité. Et lorsqu'on est sur le taux d'emploi et le taux d'activité, on va se rendre compte qu'il s'agit vraiment d'un taux qui est encore très
faible. Et donc, il faudrait que nous puissions réagir sur ces différents taux pour que nous puissions donner sens à ces engagements et arriver à les concrétiser. Parce que le marché du travail en lui-même, il faudrait qu'on arrive à le fluidifier. Et quand je dis fluidifier, en réalité, le bon terme serait de le flexibiliser. Mais il est tellement déjà flexibilisé que le problème n'est pas là-dessus. Il faudrait aller trouver des solutions ailleurs. Il y a des secteurs à privilégier pour créer plus d'emplois. Le mining, on sait qu'il y a beaucoup d'emplois. Il y a l'agriculture, on néglige. Oui, ça je pense que M. Kambala, sans vouloir escamoter ou éviter votre question, ça fait partie d'un engagement du chef de l'État, puisque je pense que ça doit être le 4e engagement ou le 5e, où il parle de la diversification de l'économie. Voilà pourquoi aussi dans l'introduction, je disais que en réalité, ça forme un tout. Il s'agit d'une pensée complexe. Et donc là, vous me rejoignez en disant tout de suite qu'avec cette diversification de l'économie, on finira bien par répondre à ces questions. On ne peut pas seulement cibler un secteur ou une branche d'activité. Il faudrait bien qu'il y ait des besoins à créer, à susciter dans les différents secteurs. On sait aujourd'hui qu'il y en a 4, si je veux un peu extrapoler. Il y a le secteur primaire, on va y revenir, le secteur secondaire, celui de l'industrie, le tertiaire, celui des services. Mais sauf que nous, aujourd'hui en RDC, on l'avait déjà dit, Monsieur Kambala, je pense qu'on a un peu brûlé les étapes. On a tout de suite mis l'accent sur le secteur tertiaire. Et dans le secteur tertiaire, il y a moins de productivité. Et ce secteur tertiaire qui est moins productif pose peut-être aussi problème. Et lorsqu'on bascule sur le 4e secteur, les économistes et les sociologues ne sont pas tous d'accord là-dessus, c'est le secteur des NTIC, c'est-à-dire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais comme le dirait aussi un prix Nobel d'économie, Robert Solow, dans son paradoxe, le paradoxe de Solow, c'est-à-dire que les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la croissance. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que nous avons de la technologie partout, mais dans des pays développés, on a du mal à faire de la croissance. Donc si on veut créer des emplois, ce n'est pas seulement dans des secteurs tertiaires et quaternaires, s'il faut le dire ainsi, parce que ce sont des secteurs qui ne créent que très peu d'emplois. D'où, lorsqu'on va parler de la diversification de notre économie, de mettre davantage l'accent sur les 2 premiers secteurs, c'est-à-dire les secteurs primaires et le secteur secondaire. Il y a aussi un élément, monsieur le professeur Guy Robert Silou, pour arrêter cet exode rural. Il n'y a pas sellement au niveau national qu'il faut créer des emplois, même au niveau provincial, territorial. Que doit faire l'État au niveau des démembrements de l'État au niveau provincial, territorial, pour susciter la création des emplois? Parce que aujourd'hui, Kinshasa il y a l'exode rural à Kinshasa. Comment arrive-t-on au niveau provincial à créer des emplois? Mais je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État avait parlé d'une forme de continuité. Il a déjà passé 5 ans, là il est dans son 2e mandat. Peu importe ce qui s'est passé lors de son premier mandat, il faudrait peut-être aussi changer de fusil d'épaule. Mais on a parlé de 145 territoires. Et derrière les 145 territoires, sans parler des 26 provinces, il faudrait penser aussi peut-être à mettre l'accent sur la décentralisation. Mais lorsqu'on va parler de la décentralisation, il faudrait que ça puisse être une vraie décentralisation avec l'autonomie justement de ces différents territoires. Et voilà, sortir un peu de cette manière de dire que c'est le gouvernement central qui devrait tout agir, fixer, oui. agir. Oui. C'est-à-dire que nous avons un très très grand pays. À un certain moment, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans une forme de fédéralisme, mais je pense que, regardons un peu ce qui se passe dans un grand État libéral comme les États-Unis d'Amérique. On parle des différents États. Chaque État est autonome, ce qui n'empêche nullement que l'État fédéral puisse avoir une forme de centralité au niveau décisionnel, mais sur certaines questions purement précises. Je crois que là, il faudrait qu'il y ait une forme de délégation de pouvoir, de délégation de compétences, pour que l'arrière-pays, s'il faut le dire ainsi, puisse se développer à un rythme relativement
correct et en même temps un rythme suffisamment soutenable et durable pour faire de telle sorte que cet exode rural puisse être stoppé. Mais je crois que ça aussi, on va revenir sur cette diversification de l'économie et en même temps la réalisation des infrastructures qui manquent dans ces différents territoires et ces différentes provinces. Mais comment promouvoir l'entrepreneuriat au Congo? Nous savons qu'à partir de l'entrepreneuriat, on peut créer aussi beaucoup d'emplois. Mais là, tout de suite, Monsieur Kambala, la question que vous posez, c'est une question essentielle. Moi, je me souviens, quand le président de la République a pris les rênes, il parlait en termes de vouloir faire de chaque Congolais quasiment un millionnaire. D'accord? En soi, c'est un beau projet. Et derrière, le terme d'entrepreneuriat, moi je pense tout de suite à cet idéal états-unien qu'on retrouve dans le concept de self-made man. C'est-à-dire que cet individu qui arrive à se réaliser tout seul. L'entrepreneur innovateur, c'est celui qui est capable de prendre des risques, mais avant de prendre des risques, cet entrepreneur doit avoir des idées qui se veulent innovatrices, pour ne pas dire des idées novatrices, des idées nouvelles. Et là, moi, ça me renvoie à un économiste qu'on appelle Joseph Alois Schumpeter, qui parle en termes de différentes formes d'innovation. Hein. Dans sa manière de penser, il y en a 5. Vous avez des innovations de débouchés, des innovations organisationnelles, des innovations de produits, innovations de matières premières et en même temps une innovation de procédés. Donc on se rend bien compte que vous pouvez avoir des entrepreneurs quasiment dans tous les secteurs d'activité. Mais derrière, ça nécessite quoi? Un certain leadership. Tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Mais en même temps, Monsieur Kambala, on avait commencé à réfléchir, vous et moi, de manière informelle. On se disait la chose suivante. L'entrepreneuriat nécessite aussi des conditions non seulement administratives, mais aussi des conditions financières qui devraient faire de telle sorte que ces entrepreneurs-là qui souhaiteraient se lancer, parce que lorsque vous vous lancez dans un investissement, comme le dirait Bob Bawerk, un investissement, c'est un détour de production. Et ce détour de production signifie aussi une prise de risque. Or, aujourd'hui, M. Kambala, vous pouvez avoir une idée géniale. Une idée novatrice. Mais sauf que vous n'aurez peut-être pas les fonds nécessaires pour mettre en forme votre projet, pour mettre en forme votre idée. Donc, le passage à l'action risque d'être un peu bridé par ce manque de financement. Or, on sait qu'on en avait un peu parlé, effectivement. On sait très bien que nous avons ici des banques commerciales, mais qui n'accordent pas des crédits à n'importe qui. Pour qu'on puisse vous accorder un financement, et là on est sur le financement dit intermédiaire, il faudrait bien que le client puisse être solvable. Fût-il un entrepreneur. Et de surcroît, lorsque vous êtes un nouvel entrepreneur, on ne va pas vous ouvrir les portes des banques comme ça, de manière... Mais voilà, c'est une question de crédibilité et en même temps, les banques sont aussi dans une logique tellement rationnelle qu'elles ne souhaiteraient pas perdre non plus leurs capitaux parce que ce sont des banques commerciales qui ont vocation à faire du profit. Et moi, je penserais aussi, pour soutenir ces entrepreneurs, qu'on arrive à mettre en place, par exemple, des incubateurs. Il y en a. Il y a le fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il y a aussi un ministère consacré à l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises. Donc, il y a deux fonds, des incubateurs. Oui, mais ces incubateurs-là, vous avez des incubateurs qui sont publics, c'est-à-dire que là, et vous avez des incubateurs qui peuvent être très près des grandes écoles. Je m'explique. Lorsque vous avez des incubateurs publics, par exemple, à quoi pourraient-ils servir? Ils pourraient servir de conseil, ils pourraient servir de formation aussi de ces entrepreneurs qui ont besoin de connaître le marché du travail congolais avec ses tribulations d'ordre administratif pour que ces futurs entrepreneurs puissent être efficients
dans leurs actions. Mais aussi, vous avez aussi le financement de ces entrepreneurs. Et donc, ces incubateurs publics pourraient aussi apporter ces trois éléments. Maintenant, lorsque vous avez des incubateurs qui sont proches des grandes écoles, ça pourrait être utile pour ce qui est le phénomène de recherche et développement. C'est-à-dire que des grandes écoles qui se lancent dans la recherche scientifique, il faudrait bien qu'il y ait ces incubateurs pour apporter un plus, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la croissance se joue aussi, même s'il y a ce paradoxe de Solow, et même s'il y a cette forme de stagnation séculaire, comme le dirait Robert Gordon, on a besoin des nouvelles technologies. Comme je le disais aussi dans une des émissions, aujourd'hui on parle de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, ce qui nécessite quoi? Une recherche développée. Et donc là, il faudrait bien que ces incubateurs puissent être en connivence, puissent travailler avec les grandes écoles des secteurs bien spécifiques, être dans la recherche expérimentale. Et donc on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de fonds, bien sûr. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il faut qu'il y ait la formation de ces entrepreneurs, il faut qu'il y ait des conseils de ces entrepreneurs avec le financement pour pallier, par exemple, le financement intermédiaire qui découle directement des banques commerciales, mais sauf que les banques commerciales, à juste titre, sont appelées aussi à trier leurs clients. Et donc c'est là où il faudrait bien qu'on puisse jouer sur ces registres-là. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. On prend le deuxième engagement, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, il y a un sérieux problème dans la ville d'Equital, en RDC, où les Congolais n'arrivent pas à répondre avec leur capacité financière à accéder aux biens et services. Que doit faire le chef de l'État pour amener les Congolais à nouer le début du mois, à répondre, à accéder aux biens et services sans trop de difficultés, et aux Congolais qui travaillent, et en pensant aussi aux Congolais qui ne travaillent pas? Alors, là je pense que, au prime abord, lorsque on était sur le marché du travail, c'est un problème qui est congolo-congolais. C'est-à-dire c'est un problème qui est d'ordre interne. Et ça, le président de la République et le Premier ministre qu'il va nommer, qui va constituer son gouvernement, les deux sont capables d'agir sur le marché du travail congolais. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, là on est face à un os. Il faudrait qu'on puisse en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nous puissions attendre des miracles. Mais en même temps, dans les engagements du président de la République, j'avais entendu aussi le mot volontarisme. Mais ce n'est pas pour échapper à la question. Pourquoi suis-je en train de dire que nous sommes en face maintenant d'un os? Qu'est-ce que le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services qu'on peut obtenir avec son revenu. Si le chef de l'État, son Premier ministre et le gouvernement peuvent agir sur les revenus des Congolais, ce qui est possible, en signant des accords avec les entreprises, en essayant d'augmenter le SMIC, comme on le dit ici, ça c'est possible. On peut agir là-dessus. Mais là on n'est que sur le revenu. Mais sauf que le pouvoir d'achat ne tient pas compte que du revenu. Le pouvoir d'achat tient compte aussi des prix. Or, il s'avère que nous avons un mal congolais, c'est-à-dire que nous importons à peu près 80% des biens de consommation, ce qui est énorme. Or, il s'avère que, M. Kombala, vous le savez très bien, ces importations sont libellées en dollars, qui est la monnaie de référence, la monnaie de transaction au niveau international. Or, il s'avère que le franc congolais que nous utilisons parallèlement ou simultanément avec le dollar, c'est une monnaie qui se déprécie assez fortement. La dépréciation du franc congolais est énorme, est considérable. Or, le Congolais, il est rémunéré en francs congolais. Donc son revenu, même si on arrivait à augmenter le SMIC, son revenu risque tout de suite de baisser. Pourquoi? Parce que le franc congolais ne tient pas la dragée haute face au dollar, qui ne cesse de s'apprécier parce que c'est une monnaie qui ne nous appartient pas.
c'est une monnaie, comme vous le savez, états-unienne, et la politique américaine en la matière diffère des intérêts congolais. Donc là, il y aura tout de suite un petit problème, pour ne pas dire un gros problème. C'est-à-dire que vous voyez bien que, M. Kambala, on est en train d'évoquer le problème du pouvoir d'achat du Congolais. Non seulement son revenu est en francs congolais, mais derrière, nous consommons des produits qui sont importés, mais libellés en dollars, et donc là, il y a un os. Mais ce qui veut dire aussi qu'il faudrait agir sur le taux de change, pour essayer de faire de telle sorte qu'on puisse retrouver un certain équilibre entre le franc congolais et le dollar, afin que le franc congolais puisse s'apprécier. Et là, il faudrait bien que la Banque centrale congolaise puisse jouer son rôle, c'est-à-dire avec les réserves de change qu'elle possède, qu'elle puisse agir. Ça, c'est sa fonction principale, de soutenir aussi la monnaie nationale. Certains observateurs qui pensent qu'il faudra que les chefs de l'État arrivent à imposer, à faire respecter le rapatriement des produits, des minéraux vendus par les sociétés de mining, qui n'est pas respecté. Mais ça serait une autre problématique qu'on pourrait évoquer tout à l'heure. Mais ça, c'est au niveau des accords passés entre le gouvernement congolais et ces firmes multinationales. Ça, il faudrait bien qu'à un moment ou un autre qu'on puisse en parler. Mais là, restons sur le pouvoir d'achat, mais on se rend bien compte que le pouvoir d'achat, ce n'est pas que le revenu, mais c'est aussi le prix des denrées alimentaires, non seulement des denrées alimentaires, mais pour ne pas dire tout simplement des biens de consommation. Et on le dit davantage que nous avons besoin de satisfaire nos besoins primaires, mais on n'arrive pas. Le pouvoir d'achat. Ah ben, pourquoi soutenir le pouvoir d'achat? Mais soutenir le pouvoir d'achat, c'est soutenir la croissance. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, si le peuple congolais a un pouvoir d'achat qui est très fort, c'est la consommation qui augmente. Et lorsqu'on est sur la consommation qui augmente, là vous avez un concept en économie qu'on appelle la demande effective, c'est-à-dire la demande anticipée des entreprises. Les entreprises seraient susceptibles, je mets ça au conditionnel, seraient susceptibles de créer beaucoup plus d'emplois pour répondre à cette demande qui devient beaucoup plus importante. Donc on se rend bien compte que si, dans les desiderata du chef de l'État, vouloir soutenir le pouvoir d'achat, c'est en réalité soutenir la consommation. Et c'est la consommation qui va tirer encore davantage notre économie vers le haut. Et d'où le fait encore de revenir sur ce concept que j'ai utilisé dès le départ, de la croissance au potentiel. Vous imaginez 80% de chômeurs, cela veut dire que notre consommation aussi est atone. Cette atonie de la demande, donc de la consommation, s'il faut le dire ainsi, parce que derrière, je pourrais même aller un peu plus loin au niveau de cette demande, pouvoir d'achat, ça veut dire demande. Là, j'étais sur la demande effective, c'est-à-dire la demande anticipée des entreprises, mais je peux encore extrapoler pour arriver au niveau de la demande globale. Et dans cette demande globale, qu'est-ce que vous avez comme élément ? Vous avez la consommation finale, c'est-à-dire la consommation finale des ménages. Vous avez les investissements des entreprises, qui est aussi une forme de consommation, mais c'est une consommation pour créer d'autres biens et services. Mais vous avez les dépenses publiques. C'est-à-dire que si la consommation augmente via un pouvoir d'achat qui se bonifie, cela veut dire aussi que les recettes fiscales augmentent. Et si les recettes fiscales des pouvoirs publics augmentent, derrière, on va en parler un peu plus tard, puisque un des engagements aussi, c'est d'agir sur le social. Ça va permettre à l'État de se lancer dans la redistribution, de soutenir des services publics et ainsi de suite. On en reparlera. Donc vous voyez bien que, et là j'étais sur les dépenses publiques, mais après dans la demande globale, vous avez aussi le solde extérieur. C'est-à-dire X moins M, exportation moins les importations. Donc on se rend bien compte que derrière ce pouvoir d'achat, nous avons vraiment les moyens d'agir sur notre croissance et notre développement. Donc cet engagement est fondamental. Mais sauf que c'est un engagement qui constitue un véritable os, parce que ça ne dépend pas que de la volonté du gouvernement et du président de la République, ça va dépendre aussi de la conjoncture. Et donc là, il faudrait qu'on puisse penser aux cycles économiques. Dans quel cycle sommes-nous pour pouvoir agir là-dessus? Parce que derrière, le pouvoir d'achat, ce n'est pas que le revenu, mais c'est aussi les prix. Or, les prix ne sont pas seulement d'ordre interne, les prix sont aussi exogènes. Est-ce que l'État peut geler les prix?
L'État peut toujours geler les prix pour agir sur le pouvoir d'achat, mais il ne peut pas le faire indéfiniment. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, permettez-moi la tautologie, mais une vérité vraie. C'est la vérité du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tromper indéfiniment le marché. Le marché finira toujours par... Les lois du marché. Il y a les lois du marché qui sont incontournables, la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on peut geler les prix de certains biens de consommation. Par exemple, ça s'est produit. On a eu à geler à un certain moment le prix de l'essence, le litre d'essence à la pompe. Ça, on peut le faire. Parce que là, on était dans une conjoncture un peu exceptionnelle, mais on ne peut pas le faire de manière indéfinie. Parce que derrière, c'est cassé aussi, si vous voulez, la bonne santé de ces entreprises qui sont productrices de ces biens, dont les prix seraient ou seront gelés pendant un certain temps. Donc c'est là où il faudrait aussi que le gouvernement puisse faire attention. On prend le troisième engagement, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, le chef de l'État, tient à la sécurité pour tous. Et comment arriver alors que si on a de maigres moyens? Ça, c'est un grand problème propre à la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Bien entendu, il y a des éléments extérieurs qui pourraient expliquer aussi cette sorte d'insécurité, parce que aujourd'hui, le défi du président de la République et du futur gouvernement qui sera mis en place, c'est de lutter à différents fronts. C'est-à-dire que nous avons plusieurs guerres à mener. On était sur une guerre économique, la guerre contre le pouvoir d'achat, la guerre sociale qu'il faudrait mener, mais nous avons aussi une guerre à l'Est. Nous avons une guerre à l'Est. C'est-à-dire que à l'intérieur même de nos provinces, lorsqu'on est à Kinshasa, nous avons aussi des problèmes avec des Koulouna, qui constituent aussi une forme d'insécurité. Il y a certains quartiers qui sont quasiment inaccessibles. Lorsqu'il est très très tard, tout le monde se calfeutre dans les maisons. Excusez-moi, monsieur le professeur Robert Silou, même des quartiers où on n'imaginait pas. Nous sommes à Pigeon, sur l'avenue Kananga. La nuit pour passer, il faudra faire très attention. À Pigeon, ici, à un moment donné, il y a l'insécurité, vous n'avez pas l'idée. C'est-à-dire que ça, c'est un véritable casse-tête aussi qu'il faudrait que nous puissions évoquer. Et c'est un engagement qui est vraiment réel, qu'il faut prendre au sérieux. Parce que lorsqu'on est dans le libéralisme économique, il y a ce qu'on appelle le droit de propriété. C'est-à-dire que pour que les investisseurs étrangers puissent venir en RDC, investir, placer leurs capitaux, attirer ce qu'on appelle les investissements directs, c'est-à-dire le fait d'acquérir 10% du capital social des entreprises qui sont basées en RDC, il faudrait que ces gens-là, ces investisseurs qui sont rationnels, calculateurs, se sentent en sécurité. Ça, c'est très très important. À l'Est, on a une guerre qui est là. Mais comme le disait aussi Karl von Clausewitz, qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire que là, on est sur des anticipations. Nous avons laissé un peu les choses traîner en longueur au point où nous n'avons pas, je pense, une armée qui serait capable de constituer une force de frappe pour essayer de repousser l'envahisseur. Il est grand temps que nous puissions revenir sur ce genre de choses, c'est-à-dire avoir une armée puissante, dissuasive. Mais il ne s'agit pas d'avoir une armée puissante pour agresser nos voisins. Ce n'est pas l'objectif. Mais voilà pourquoi je vous ai cité Clausewitz pour dire que si on veut la paix, il faudrait qu'on prépare la guerre, c'est-à-dire que nous puissions nous équiper en conséquence. Pouvoir former nos militaires, avoir une armée de métier. Le service militaire ou le service national, il faut le réinstaurer. On a commis l'erreur, c'est un peu partout dans le monde, de considérer que l'armée de métier était un peu anachronique. Je dis bien anachronique, je ne dis pas archaïque. Pourquoi anachronique? Pour la raison qui est tout à fait simple. On considérait qu'aujourd'hui, on n'avait plus besoin d'avoir des militaires sur le terrain.
Or, aujourd'hui, le conflit entre l'Ukraine et la Russie démontre qu'on a besoin des gens sur le terrain. À l'Est, nous avons besoin des gens sur le terrain. Donc, il faudrait que nous ayons des soldats qui sont réellement formés. Mais en même temps, on peut aller un peu plus loin, Monsieur Kambala. Regardons ce qui se passe en Israël. Chaque citoyen israélien d'un certain âge est un soldat potentiel, c'est-à-dire qu'il peut être mobilisé. C'est un réserviste. Donc c'est un soldat potentiel. C'est un réserviste. À tout moment, selon les circonstances, on peut dire voilà, vous êtes réquisitionné, vous rentrez au pays, même si vous êtes à l'étranger, vous rentrez et tout de suite, vous êtes opérationnel. Et donc ça nécessite quoi? Une bonne formation. Et en même temps, pour former ces soldats, ces militaires, il faudrait bien qu'il y ait des conditions nécessaires pour motiver les troupes. Donc un budget suffisamment conséquent pour qu'il y ait non seulement la performance sur le terrain, mais en même temps une performance au niveau mental. Voilà pourquoi j'ai parlé en termes de motivation. Mais en même temps, on ne peut pas seulement rester sur le plan purement militaire, il faudrait qu'on puisse penser aussi, Monsieur Kambala, à notre diplomatie. Comme on le dit aussi dans le jargon diplomatique, la diplomatie est un prolongement de la guerre. C'est-à-dire que c'est une autre manière de mener aussi une guerre, de manière diplomatique. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on arrive à signer ce qu'on pourrait considérer, c'est un terme un peu désuet, s'il faut le dire ainsi, mais signer une paix des braves avec nos envahisseurs d'aujourd'hui. Là, je suis sur le plan purement de la sécurité de nos frontières, mais on peut penser aussi à notre système de sécurité intérieure. Le problème, j'ai parlé des Koulouna, mais si aujourd'hui les Koulouna mettent en danger la vie de nos concitoyens, ça nous pose problème. Donc les services de sécurité doivent être aussi efficaces pour faire de telle sorte que notre pays puisse aller de l'avant, parce que ça y va de notre tranquillité morale, psychique, mentale, pour arriver justement à prendre les problèmes qui sont si nombreux à bras le corps. Mais il y a aussi un élément, cette sécurité, les instruments sont là, juridiques sont là, il y a des services de sécurité qui sont là. Mais quel serait l'apport de la population dans cette sécurité? Le chef de l'État veut sécuriser tous les Congolais, mais nous avons aussi, nous, notre responsabilité, nous, population. Mais vous savez, là, il ne faudrait pas que nous puissions confondre les choses. Vous et moi, nous sommes des civils. Nous, comment puissions-nous agir sur la sécurité des uns et des autres, mais on serait dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'autosurveillance. Je parle bien d'autosurveillance. Il y a des choses sur lesquelles je pense que nous avons oublié complètement. On ne peut pas socialiser sans pour autant, quand je dis socialiser, éduquer, instruire sans pour autant qu'il y ait un contrôle social. Et quand on parle de contrôle social, Monsieur Kambala, vous avez un contrôle social qui se veut d'abord interne. Le contrôle social interne, c'est ce qu'on appelle l'autocontrôle ou le self-control. Chaque citoyen devrait, dans son éducation, dans sa manière d'être, dans sa manière de se sociabiliser avec les autres, avec les autres, de se dire que je suis membre d'une communauté nationale et par voie de conséquence, je dois faire preuve de bon sens. Et ce bon sens-là nous renvoie à ce contrôle interne. Et après, il y a ce contrôle social externe qui est à la fois formel et informel. Mais ce qui prime aujourd'hui dans des sociétés modernes, c'est ce contrôle social externe, formel. Nous avons des services de sécurité, l'ANR et ainsi de suite, mais qui devraient aussi jouer ce rôle. Nous avons une police nationale qui est là, qui devrait jouer pleinement ce rôle. Mais lorsqu'on voit un peu ce qui se passe sur le terrain, mais quand je dis sur le terrain, regardons tout simplement dans notre capitale le comportement que les uns et les autres avons. C'est-à-dire que nous mettons nos concitoyens dans des situations d'insécurité.
Même pour traverser une avenue, il faut regarder à gauche et à droite pendant 10 fois, 20 fois, 30 fois, parce que nous avons des chauffards sur le terrain. C'est-à-dire que cette insécurité, je pense, dans la manière de penser du président de la République, ne devrait pas seulement se situer à l'Est, parce que là, effectivement, c'est un problème qui est crucial, mais c'est aussi dans nos pratiques au quotidien. C'est-à-dire comment se positionne le Congolais, comment intègre-t-il la société, parce que la socialisation, c'est deux volets. L'intégration dans la société, c'est l'individu qui intègre la société, et vous avez derrière l'intégration de la société, c'est-à-dire la cohésion sociale. Et ça y va de l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Guy Robert Silou, pour cette première partie d'analyse des engagements du chef de l'État. Nous allons maintenant prendre la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons de 3 autres engagements pris par le chef de l'État pour faire 6 engagements. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Guy Robert Silou. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour les 3 autres engagements pour comprendre ce que le chef de l'État a dit à travers ces engagements. Merci beaucoup.